Un petit bout d'ivoire arraché grâce à sa dague du sol en os calcifié tournoya dans la fronde de l'étranger qui la projeta sur le front d'une chauve-souris, fauchant ainsi la pauvre petite créature en plein vol. Celle-ci retomba à près de 5 mètres de nos aventuriers affamés. « Voilà encore de quoi manger ce soir, ça nous évitera de puiser à nouveau dans nos réserves, lança fièrement l'étranger en ramassant le corps inanimé du rongeur. Depuis 3 jours, soumis à ce genre d'exercice, l'étranger commençait vraiment à exceller à l'usage de la fronde. Acquérant de l'expérience, augmentant sa précision, développant des yeux de chat et se nourrissant exclusivement de chauves-souris crues ayant élu domicile dans la carapace d'Adwin, la tortue cosmique, il blindait ainsi son estomac avec un régime à 100 lieues des doggy-bags elfiques. Cela dit, avec un effort d'imagination, le rongeur grillé acquérait un léger goût de canne à sucre. Après une phase d'escalade risquée et éprouvante dans un décor à la fois organique et fossilisé à l'atmosphère étouffante, après avoir bivouaqué sur une aspérité bombée des côtes d'Adwin menant à son épine dorsale, l'étranger, constatant qu'il arrivait à proximité de la faille de la carapace repérée quelques jours auparavant, lança au Nambule, resté en retrait un « Allez, on y est presque » d'encouragement. Le petit diable, faisant mine de traîner la patte, se relevait en feignant une douleur lancinante dans les mollets qu'il n'utilisait pas. En effet, au départ de l'ascension, il avait dû porter l'étranger sur près de 30 km en hauteur afin d'atteindre une partie accessible à pied de l'ossature. Après une longue marche sur un terrain ascendant, il restait à peine 5 km à parcourir droit à la verticale. Les muscles du Nambule, exempts de crampes, se portaient très bien. Le Nambule n'étant pas soumis à la fatigue, pas plus qu'il n'était soumis à la faim d'ailleurs. Mais il savait que ce n'était pas le cas de l'étranger, et il n'avait pas renoncé à son projet sadique de le voir mourir d'inanition si près du but. Bien, je crois que le pire est derrière nous. L'étranger ne put s'empêcher de contempler le chemin parcouru jusqu'en bas des vieux os poreux et fut pris de vertige. Le dracard d'Avalon l'attendait en dessous, flottant sur les eaux du Styx, étant à peine plus petit qu'une fourmi. Après d'irréfutables heures de repos, le Nambule n'avait plus d'excuses pour ne pas accomplir un dernier effort de transporteur aérien sans passer pour quelqu'un de mauvaise foi. Il laissa l'étranger lui empoigner les mollets et se mit à battre de ses petites ailes dépareillées. S'élevant dangereusement au-dessus des côtes grisâtres, il se permit en chemin de feindre quelques turbulences en espérant encore voir son compagnon le lâcher. Mais le bougre, bien qu'affaibli, avait encore de la poigne et tenait bon. Les 2 compagnons d'infortune atteignirent leur objectif et émergèrent enfin par la faille dans les ruines d'une ancienne civilisation. Ils goûtèrent enfin à nouveau à la lueur de destinée diffusée à travers des fenêtres aux vitres explosées. Après avoir à nouveau aspiré une goulée d'air un peu moins viciée, ils redécouvrirent leur allure et figure au travers d'un spectre autre que celui des infrarouges. L'étranger avait des habits elfiques froissés recouverts de guano, de toiles d'araignée, de moisissures, ainsi que les yeux cernés de fatigue et le teint blafard dû au manque de soleil. « T'as vraiment une sale gueule » déclara le Cupidon mal fondu à la vue de ce spectacle pitoyable. Le Nambule, lui, comme imperméable à la crasse, était juste devenu d'un rouge un peu plus pâle. « Je te renverrai bien le compliment, mais on m'a appris à ne jamais tirer sur les ambulances. » Après s'être chambrés comme il faut, afin de se cacher leur euphorie mutuelle, ils découvrirent qu'ils avaient débarqué au beau milieu des restes d'une civilisation disparue il y a des millénaires. Autour d'eux traînaient des globes de cuivre éventrés ainsi qu'une pagaille de parchemins à moitié bouffés, sur lesquels s'étendaient des toiles d'araignées, seules survivantes du passage de la roue du temps. « Je crois que nous sommes dans l'astrolabe du collège Pas vu pas pris d'Henri Moncochon. Cela ne m'étonne qu'à moitié, s'il y a bien un endroit du mot de plateau où quelqu'un a pu engendrer une explosion capable d'éventrer la carapace d'Adwin, c'est bien ici. » L'étranger ne put s'empêcher de lancer un regard suspect au Nambule. Il n'en avait pas pris conscience jusque-là, mais ce dernier semblait être très bien renseigné pour quelqu'un prétendant découvrir les choses. Jusqu'où allaient ses connaissances? Et pourquoi semblait-il ne les partager que malgré lui? Sachant qu'il ne tirerait rien à l'interroger directement, l'étranger reporta son attention sur le décor labyrinthin l'entourant dans l'immédiat. Trouvé au milieu des restes de l'ambre mystérieux, il empoigna une des cartes astrales, souffla la poussière qui la recouvrait, et ne put s'empêcher de déclarer avec un cri de surprise « Ah ah, des étoiles! Elles existent donc, en voici la preuve sur ces cartes !»
Elle existe, oui, en effet, je ne l'ai jamais nié, mais pas ici, pas à Paradigme. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Les Hadwin ont traversé diverses strates dimensionnelles pour venir mourir ici. Elles n'ont pas emmené des étoiles avec elles, juste la preuve de leur existence par-delà les couches de rêve. L'étranger reposa le parchemin bleuté, presque déçu de savoir qu'aucune étoile ne brillera plus jamais pour lui. Il se consolait en se disant que, d'où qu'ils puissent venir à l'origine, il les avait au moins connus. Ils reprirent leur fouille à la recherche de quelque chose de plus pertinent à se mettre sous la dent, avant de se décider à faire une pause et allumer un feu dans un âtre alchimique. L'étranger, ayant repoussé un canapé poussiéreux afin de mieux profiter de la chaleur du feu et du moelleux confort, puis se sentit d'humeur philosophique. « Dis, Nam, ça ressemblait à quoi un monde sur une créature telle que Hadwin? Je veux dire, en dehors de ce laboratoire délabré, tu parlais d'un monde plateau. » Eh bien, de ce que j'ai lu dans les ouvrages anciens, outre la présentation un peu fantasque de l'ensemble, ça ressemblait étrangement beaucoup à une version brouillonne de Paradigme. Il y avait des elfes, des dieux, des sorciers, des scientifiques, mais le tout ressemblait beaucoup à une vaste blague. Ouais, ben moi aussi j'aimerais bien que ma vie ne soit pas aussi sérieuse. Scrunch. C'était le bruit d'une pantoufle humide écrasant mollement un parchemin sec. Le Nambule et l'étranger se tournèrent vivement vers ce qui ressemblait de prime abord à un amas de toiles d'araignée mouvant, descendant en boitillant l'escalier à vis du labo. Il s'agissait en vérité d'une vieille femme aux cheveux gris en bataille et à la bure gris poussière. Surpris, l'étranger dégaina prestement sa dague elfique. « Nambule, combien y a-t-il de chances pour que quelqu'un ait pu survivre à la fin de son propre monde ? Très peu, je dois dire, à moins, comme nous, d'adopter un régime uniquement composé d'arachnides et de rats volants, qui ont sûrement débarqué bien plus tard. On a affaire à un zombie, tu penses ? La vieille, aux yeux vitreux, déglutit avec peine, comme s'il y avait longtemps qu'elle n'avait pas parlé. « Je vous attendais, vous m'avez été annoncé. » L'étranger rengaina sa dague doucement, constatant qu'il n'avait pas affaire à une créature agressive ou sans esprit. La vieille éjecta de sa gorge un mouton de poussière et reprit d'un ton incroyablement plus enjoué. « Bon, je disais donc, vous m'aviez été annoncé, pardon pour le chat dans la gorge. » L'étranger hacha ses mots pour un effet plus dramatique. « Qui êtes-vous » La petite vieille poussiéreuse éclata de rire. « J'ai toujours trouvé cette question amusante. Et toi, qui es-tu ? Tu veux savoir mon nom pour pouvoir le chercher dans le bottin, trouver mon adresse et m'envoyer une carte à Noël ? L'important n'est-il pas que je sois là, que je sache ce que vous vouliez et que je puisse vous permettre de l'obtenir ?» Le Nambule semblant vexé de ne plus être le centre d'attention de l'étranger. « Ah oui ? Et comment pourriez-vous savoir ce que nous voulons alors que nous-mêmes ne le savons pas ? Vous débarquez dans un bateau naviguant sur le Styx dans un cimetière de tortues cosmiques avec des réserves de nourriture s'amenuisant et vous fouillez un astrolabe désert. Ou bien vous êtes perdu, ou alors vous êtes incroyablement stupide. » L'étranger et le Nambule se jetèrent un regard, ignorant comment contredire ces déductions. « Bon, et donc, comment pouvez-vous nous aider ? Je ne suis pas vraiment d'ici, vous savez, comme vous l'avez si bien déduit, personne n'aurait pu survivre longtemps après la destruction de son propre monde. Je possède donc visiblement des points relais. Autrement dit, des sorts de téléportation, et je pourrais très bien vous permettre de les utiliser pour vous rendre aisément dans un endroit plus hospitalier. Mais, tu es futé, étranger, tu as compris que dans la vie, tout a un prix. Vous allez devoir gagner votre droit de passage en dérobant quelque chose pour moi. Cela m'aurait étonné, tiens. Qui et qu'est-ce que je dois voler ? Oh, une babiole, un miroir magique, à une quelconque créature menaçante dans un labyrinthe. Tout le tout habituel, quoi. Le ventre de l'étranger se mit à gronder. Les chauves-souris s'avéraient moins nourrissantes qu'il ne l'aurait cru. « Bien, envoyez-moi cette créature et qu'on en finisse au plus vite. »« Mangez d'abord ça, mon petit, le temps que je prépare le sort. » La vieille femme extirpa une chose d'un petit sac pendant à sa ceinture et le jeta à l'étranger. Un guerrier dont la tête ne pense qu'à remplir son estomac ne met d'aucune utilité. Mangez donc, mais doucement surtout. L'étranger réceptionna instinctivement ce qui s'avéra être, après ouverture de son poing, une graine de haricot qu'il croqua malgré son scepticisme. Manger doucement pouvait vraiment passer pour un conseil de grand-mère pour que le corps arrive plus aisément à satiété.
Cependant, le haricot devait être magique, car après ingestion complète, l'étranger avait la sensation de s'être tapé un gros kebab avec supplément frites. Il avait même la sensation de ballonnement qui va avec. Pendant ce temps, la vieille venait d'ouvrir un passage dans l'espace-temps duquel émanait une couleur rose fuchsia. La vieille glissa un collier autour du cou de l'étranger. Sur celui-ci brillait une gemme d'un vert flamboyant. « Une fois votre mission accomplie, vous n'aurez qu'à déclamer Knafi et Balzoc. » À haute et intelligible voix, en touchant ce médaillon, et un passage de retour ici s'ouvrira devant vous. Le Nambule fit lui aussi un pas vers le passage et fut stoppé par la vieille d'un doigt autoritaire. « Non, pas vous !» Le Nambule jeta un regard à la vieille en se demandant si celle-ci était capable de sonder sa véritable nature. Il jeta ensuite un regard à l'étranger en attendant une approbation ou une désapprobation de sa part. « C'est bon, Nam, je dois y aller tout seul. Il fallait bien que je fasse mes preuves à un moment ou à un autre. Ça va aller, je lui fais confiance. » Et l'étranger s'engouffra courageusement dans le passage magique, se refermant aussitôt sur lui. Le Nambule, entre ses dents, « Ouais, bah t'es bien le seul. » Après avoir traversé le passage magique ouvert par la vieille, l'étranger se retrouva dans un endroit semblant se situer hors du temps, à flotter en apesanteur dans un décor entièrement blanc où il n'y avait ni haut ni bas, juste une douce chaleur l'étreignant comme si quelqu'un l'enlaçait. En regardant autour de lui, au milieu de tout ce blanc, il pouvait voir des portails s'ouvrir, des choses le traverser puis se refermer aussitôt. Ça ressemblait un peu à hall de gare vide, un nexus de réalité par lequel transitaient toutes les ouvertures de magie de télétransport. Puis, au milieu de tout ce vide, devant lui, se matérialisa une autre fenêtre, venant à lui et l'aspirant comme un sas spatial après une dépressurisation. L'étranger émergea de l'autre côté du vortex sur un plateau herbeux autour duquel se dressaient des dolmens. Il sentit le vent frais sur son visage. Du vent. Il n'y en avait aucun paix soufflant sur le Styx ou dans la carapace d'Adwin. Que c'était bon d'en retrouver. Il se délecta de la sensation en fermant les yeux et en penchant la tête en arrière. En les ouvrant à nouveau, il jeta un regard à la voûte céleste. Elle était d'un brun de la nuit. Il n'y avait dedans aucune trace de violet. Au-delà de son point de vue herbeux, au-delà des dolmens, il voyait un sol volcanique rougeoyant évoquant un peu l'enfer. Au loin se battaient des géants de pierre semblables aux Nambules si celui-ci avait eu la taille d'une montagne. La vieille l'avait sans doute téléporté très loin d'Yggdrasil, là où les branches de l'arbre mauve ne projettent aucune ombre, dans cette petite oasis de quiétude avant la tourmente. La vieille, la mission. Par l'honneur, il ne devait pas s'en détourner. Il n'avait pas besoin de panneaux indicateurs. Une entrée de caverne souterraine aux murs volcaniques, eux aussi, lui faisait face. Il se rappelait les longs et pénibles jours de traversée à l'horizontale, le long de l'œsophage de Hadwin, et poussa un soupir. Pourquoi les mises à l'épreuve ne se passent jamais sur une plage de cocotiers? Vous voulez dire que ce gros truc de cuivre est une représentation de notre monde et que cette sphère au centre est destinée? Demandai-je, incrédule. Brise plaqua ses mains sur ses hanches afin d'appuyer sa fierté. Exactement. J'effectuai un petit tour de vérification. Brise avait gravé avec beaucoup de précision les zones cartographiées qui lui étaient déjà connues. C'est impressionnant, et ça semble même plutôt logique par rapport au développement des pôles Bordal que j'ai pu répertorier dans ma saga. Ta saga? Oh, un livre dans lequel je retranscris mes visions, déclarai-je négligemment, trop occupé à effectuer des observations sur la carte en laiton. Cela dit, le tout est peut-être trop égocentrique, ça me rappelle un peu ces anciennes cartes terriennes alors qu'ils imaginaient que le soleil tournait autour de leur planète et non l'inverse. Je m'interrompis aussitôt dans mes vérifications pour le regarder. Mais je ne vois toujours pas en quoi moi et mes visions ne pourrions vous être d'une quelconque utilité. N'est-ce pas évident? Jusqu'ici j'ai pu retranscrire le parcours de certains aventuriers, de leurs ancêtres même. Mais la distance d'un point A à un point B, même rapproché, se calcule souvent en années-lumière. Et après une vie entière à marcher d'un bon pas, un cartographe humain ne pourrait couvrir que 0,000000000000000000000000001% de la face A du monde univers, et encore je calcule large. C'est pourquoi pour voyager, les archimages optent pour la téléportation. La téléportation? Je pensais aussitôt à l'étranger transporté en un éclair à l'autre bout du monde par la petite vieille.
Je n'en ai pas entendu que du bien. N'est-ce pas un procédé dangereux? Si, car si on ne sait pas où on va, on pourrait très bien se téléporter au cœur d'une montagne. On ne peut se téléporter que dans un endroit qu'on a déjà visité et dont on connaît vaguement le visuel et la topographie. Des mages se font des fortunes en créant des points relais à partir de souvenirs des aventuriers les plus audacieux afin de relier plus facilement les villes entre elles. C'est pourquoi la guilde de Mnenos attend de vent aux poupes ces temps-ci. Et tes visions voient plus loin qu'un homme qui marche. Précisément, grâce à toi, nous pourrions créer des points relais inédits. Nous pourrions même visiter le monde univers par-delà l'épaule, voir enfin l'énigmatique phase B de Paradigme, voire même, suivant cette logique, visiter les univers parallèles de mes visions les plus anciennes. Un vague sentiment d'inquiétude au sujet du fameux effet papillon me prit à la gorge. Mais tu as l'air déçu, Ferro. C'est que je lis peut-être un peu trop de romans, mais lorsque Sonia m'a dit qu'on lui avait annoncé mon arrivée, je me suis fait tout un film dans ma tête. Je me suis imaginé d'être mandé par quelqu'un à la cour des elfes d'Avalon, quelqu'un qui m'annoncerait que j'étais l'héritier d'un grand roi perdu, voire même le fils d'un dieu de l'Olympe, et que j'allais devoir partir en quête pour sauver le royaume. Un truc mystique, quoi, qui ferait enfin de moi quelqu'un d'important. Au lieu de cela, me voilà à nouveau un outil qu'on définit uniquement par ce qui lui traverse accidentellement le crâne. Brice posa ses bras sur mes épaules et me regarda droit dans les yeux en me déclarant dramatique et solennel. « Mais tu es important, Ferro. Tu n'es pas un simple rat de laboratoire, tu as la clé d'accès au cosmos. Imagine un peu. Avec tes capacités de vision astrale, nous allons être capables de repousser toutes les limites, faire du commerce et des échanges culturels avec des races jusque-là inconnues, nous créer des souvenirs à rendre jaloux la guilde de Mnenos. » Son discours me faisait soudain penser à celui de Baldwin. Ou entrer en guerre avec ses races. Mais tu es trop pessimiste, je ne désire pas faire un usage militaire de tes dons. Je sais, j'ai confiance en vous, Brise, mais vous êtes trop idéaliste. Fatalement, il y aura des débordements, des gens mal intentionnés pour faire un mauvais usage des points relais conçus à partir de mes visions. Je crois que ces limites ont été posées pour une raison. Je pensais au monde aux tendances scientifiques. Que se passerait-il s'il y débarquait soudain des gobelins et des licornes? Certains mondes sont trop différents du nôtre pour qu'on puisse cohabiter avec. Je crois que l'humanité ou l'inhumanité, dans notre cas, n'est tout simplement pas prête, et je me refuse à vendre mes souvenirs. Ils sont tout ce que j'ai. Ah, tu m'envoies désolé, Ferro. Moi aussi. J'ôtais délicatement ses mains de mes épaules. J'aurais aimé pouvoir vous aider, Brice, sincèrement, et je l'aurais fait s'il n'y avait eu que des gens comme vous et moi, mais un grand pouvoir implique aussi de grandes responsabilités, et tant qu'il y aura un doute sur la nature humaine, je ne veux pas être celui qui enflammera la poudrière. Je comprends. Sur ce, nous nous quittâmes. Cela me fendait le cœur d'avoir dû dire non à Brise. Sa curiosité ne faisait pas de lui quelqu'un de méchant, et peut-être que, inconsciemment, je lui faisais payer la désillusion à laquelle il m'avait soumis, malgré lui, en n'étant pas un roi ou elfe ou un dieu me mandant pour me révéler mes origines. Mais à l'instar de donner son sang, il ne faut pas le faire si on ne le sent pas, et ce refus de se plier à un acte altruiste ne fait pas forcément de nous quelqu'un de mauvais. Et c'est un fait, je ne le sentais pas. Après cette petite parenthèse sociale, contrairement à l'étranger de mes récits, je rentrai chez moi, dans mon bourbier, douché et habillé de vêtements propres. En repassant par le marché, je fus moins embêté par le populo, et j'eus même droit à une fouille corporelle en règle à la sortie de la ville. J'accueillais celle-ci comme une promotion. Enfin, on me considérait comme un citoyen de Succion, digne d'être dépouillé. Oui, en vérité, vu que j'avais désormais une allure respectable, les gardes des portes espéraient pouvoir me détrousser de quelques écus en guise de douane. Bien que courte, l'expérience de mon escapade en dehors de ma tanière ne m'avait pas été totalement inutile. Je m'étais fait de nouvelles connaissances, et j'avais peut-être même servi la justice au passage avec la dénonciation des plans de Lovelace. Une fois de retour devant mon plan de travail, la routine reprit aussitôt, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir de temps à autre une sorte de bourdonnement étrangement familier dans ma tête. Merci de votre écoute, et si vous avez apprécié cette lecture, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications de nouveaux épisodes de Paradigme.
N'hésitez pas non plus à visiter ma boutique lulu.com ainsi que les pages DeviantArt afin de découvrir mes autres travaux. Merci, à une prochaine.